Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 137e appel de Seydina Limamou Moulaye, le chef de l'État réaffirme son soutien et sa considération à la communauté laïenne. Il a effectué une visite de courtoisie à Yoff. À la veille de cet événement religieux, la rédaction revient sur le sens de l'appel du mardi. Retour sur le drame de Betinti dans la région de Fatick. Le chavirement d'une pirogue a fait 21 morts, essentiellement des femmes. Le ministre de la Pêche a présenté les condoléances de la nation aux familles des victimes. Les enseignants étaient aux urnes ce matin pour élire leurs représentants syndicaux. 24 listes sont concernées. Le but est de rationaliser le nombre de syndicats dans l'enseignement. On fait le point sur le déroulement du vote dans cette édition. Hier, nous vous parlions des mythes qui entourent le nouveau-né. Ce soir, zoom sur le programme élargi de vaccination. 12 maladies sont ciblées. L'État y injecte 3 milliards chaque année. On fait l'état des lieux du PEV dans la rubrique santé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous aurez le communiqué du Conseil des ministres au cours de ce journal. Mais avant, parlons de cette visite courtoisie du chef de l'État au Khalif des Layènes. C'est à quelques heures du début de l'appel de Seydina Limamou Moulaye. Le président Macky Sall a réaffirmé son soutien et sa considération à la communauté laïenne. Aboubakry Kane, compte rendu. À seulement quelques jours du 137e appel de Seydina Limamou Moulaye, le président de la République est venu à Yoff manifester à la communauté laïenne toute sa considération. À son arrivée, il a été accueilli dans la pure tradition laïenne avec des chants à la gloire du sceau des prophètes. S'en est suivi ensuite un entretien avec le calife général Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. Une visite de courtoisie, occasion pour le chef de l'État de lui réaffirmer sympathie, soutien moral et disponibilité à aider à la réussite de l'événement. Place ensuite à la cérémonie de réception avec toutes les composantes de la famille laïenne. Seydina Issa Laye de souhaiter la bienvenue à leur hôte du jour. Le fils aîné du calife, par ailleurs coordonnateur général de l'appel, a surtout salué la courtoisie, la modestie et la simplicité du président Macky Sall. Seydina Issa Laye de se féliciter aussi de la pertinence du programme spécial des sites religieux, surtout l'équilibre qui l'accompagne, prenant en compte toutes les confessions. Le président Macky Sall a quant à lui rappelé ses bons rapports avec la communauté. Il est revenu sur le congrès d'investiture de son parti qui s'était tenu à Djamalaye avec la bénédiction du calife. Au-delà du palais résidentiel de Cameroun et des infrastructures routières, notamment la VDN, le gouvernement reste disposé à poursuivre l'œuvre de modernisation de la cité religieuse. L'autre satisfaction de la communauté a été réaffirmée par le porte-parole de la famille. Mohamedou Lamine Laye est revenu sur l'appel du président Macky Sall aux religieux. Il s'agit d'une meilleure sensibilisation pour faire face au radicalisme violent. Regrettant les actes terroristes qui n'obéissent à aucune recommandation islamique, Mohamedou Lamine Laye s'est engagé à jouer pleinement sa partition dans ce combat. Il a surtout manifesté pour s'en réjouir le soutien constant du chef de l'État à l'égard de la communauté laïenne. Le porte-parole de la famille a engagé le président de la République et son gouvernement à poursuivre l'œuvre de construction et de modernisation du pays. Une démarche que font accompagner leurs prières en tout temps et en tout lieu pour d'autres défis relatifs à la paix et au développement. Et puis le chef de l'État s'est déplacé ce matin à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps de Joe Wakam. Issa Samb de son vrai nom. En présentant les condoléances de la nation, le président Macky Sall a rendu hommage à un monument de l'art et de la culture, Oumar Nying. En venant s'incliner devant la mémoire de Joe Wakam, le président de la République rend hommage à un monument de l'art et de la culture. Devant une assistance composée de personnalités de la République, de parents et proches, d'hommes d'art et de culture, le chef de l'État
présente les condoléances de la nation. C'est la première fois depuis que je suis à la tête du pays que le Conseil des ministres a été déplacé à son heure habituelle, le mercredi à 10h, pour me permettre de venir apporter cet hommage à ce digne fils du Sénégal qui vient de nous quitter. Issa Samb dit Joe Wakam, couché là, devant nous, est une de ces figures dont la mort revêt une signification singulière. Il était un artiste de dimension nationale et internationale incontestable. Rarement on a côtoyé dans notre pays un homme qui aura organisé sa vie comme une œuvre d'art. Je veux dire une vie vouée entièrement à la création, défiant la mort et le désespoir. Les témoignages sont unanimes. Au-delà de sa dimension culturelle, c'était un homme bon. Un homme généreux qui avait une attention particulière envers les plus démunis. Il me disait toujours, le vivant est celui-là qui aide l'autre à vivre. Sinon, on n'est pas vivant. Oui, l'homme que nous accompagnons ce matin vers son ultime demeure incarnait un humanisme total, si précieux pour notre époque tourmentée. Le président de la République a reçu les remerciements de la famille éplorée. Durant la maladie de l'artiste, le chef de l'État n'est pas resté sans réaction. Monsieur le Président, au nom de la famille de Issa Samb, au nom de Alsandir Samb, au nom de Mme Diogal, au nom de Mme Moutoufondoy, mon Président, je vous remercie. Dans un élan unitaire, des prières ont été formulées pour qu'Allah accueille Issa Samb Joe Wakam au paradis. Amin, le chef de l'État a également présenté ses condoléances à Innocence Ntap Ndiaye qui a perdu sa sœur. Le président de la République a salué l'engagement de la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Nous retrouvons Oumar Nying. Avec ses proches, parents, amis et alliés, Innocence Ntap Ndiaye reçoit le président de la République. Le chef de l'État est accompagné du Premier ministre et d'autres autorités de la République. En présentant les condoléances de la nation à la présidente du Haut Conseil du dialogue social, le président Macky Sall a salué la sincérité de son engagement. Je sais que c'est une femme d'action, c'est une femme également de cœur, mais c'est une femme d'engagement surtout. Et je sais les efforts que vous déployez quotidiennement pour apporter votre appui à notre action en Casamance, à Ziguinchor en particulier, et partout ailleurs au Sénégal, pour que notre cause puisse triompher. Pour cela et pour toute votre ambition dans le travail que nous faisons pour notre pays, je vous remercie devant votre époux, Mamadou Alioune Ndiaye, devant vos parents, et leur dire effectivement la haute appréciation que j'ai de votre action à mes côtés. Madame Innocence Ntap Ndiaye a remercié le président Macky Sall pour son déplacement, lequel traduit une considération réelle à son endroit. Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord, en prenant la parole, vous exprimer toute ma gratitude pour ce geste, venir soulager, essuyer les larmes d'une famille dans la souffrance. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir le chef de l'État. Mais nous avons noté les actions que vous menez au niveau des populations. Comme l'a dit M. Khadim, le Sénégal, c'est ça, rien que ça. On peut ne rien donner à quelqu'un, mais l'amitié, lui tendre la main lorsque la personne en a besoin, je pense qu'il n'y a pas un geste plus noble et plus grand cela.
La cérémonie a été marquée par la présence de l'imam et du prêtre de Sacré-Cœur. Une nouvelle démonstration que le dialogue islamo-chrétien est une réalité dans notre pays. C'est une chance rare au moment où les gens s'entretuent ailleurs à cause des différents religieux. Ensemble, les religieux ont prié pour le repos de l'âme d'Anne-Marie Ntap. Ils ont également formulé des vœux de réussite à l'endroit du président Macky Sall. Nous reparlons de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. L'événement sera marqué par plusieurs activités religieuses chez les Layènes. Que commémore-t-il? Quelles sont les recommandations de Seydina Limamou Laye? Le sens de l'appel du Mahdi avec François Seck. Djamalaye, un lieu important pour les Layènes. C'est autour de cette place sainte que Seydina Limamou Laye appelait les hommes et les djinns à adorer Dieu dans la droiture religieuse. Seydina Limamou Laye Al-Mahdi naquit en 1843 à Yoff. C'est à la mort de sa mère en 1883 qu'il commence sa prédication. Il avait 40 ans. C'est dans ce lieu qu'il a dédié une bonne partie de sa vie à l'exaltation divine. Le mausolée où il repose sert de repère. L'édifice trône majestueusement à quelques encablures de la mer, cette mer qui continue de respecter les limites que le saint homme lui avait intimé de ne pas franchir. Selon les Layènes, l'histoire de Seydina Limamou Laye rappelle à bien des égards celle de Seydina Rasoul-Laye. Il serait l'incarnation de Seydil Awalin Walakhdil. D'ailleurs, Seydina Limamou Laye n'a laissé aucune photo à la postérité. Les fidèles se contentent aujourd'hui de l'image de Issa Rouhou Laye, son fils aîné, qui lui succéda en 1909. Les fidèles Layènes ont vu passer le témoin à Mam Mandione, puis Baye Seydi Thiaw, ensuite Mamran, et aujourd'hui Baye Ablaye veille sur l'héritage de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Dans ses enseignements, Seydina Limamou Laye montre la voie à suivre, prône le retour à Dieu, réforme les pratiques et recommande de vivre l'unicité de Dieu. En plus des enseignements du Mahdi, un autre héritage est symbolisé par les deux turbans noirs et blancs qui rappellent la dimension religieuse de l'homme saint. Autre symbole, un puits, son eau douce et agréable fait le bonheur des pèlerins. Elle fait penser aux Zamzam de la Mecque. Plus d'un siècle après, l'appel de Seydina Limamou Laye continue de mobiliser des milliers de fidèles, tous de blanc vécu. Ils entonnent en chœur la prophétie de Baye Laye relative à l'unicité de Dieu, La ilaha illallah salmodié, avec une chorégraphie propre et unique au Layène. Je rappelle que les activités de cet appel démarrent donc ce jeudi. Je le disais en titre, après le chavirement d'une pirogue qui a occasionné 21 morts à Betinti dans la région de Fatick, le ministre de la Pêche s'est rendu sur place pour présenter les condoléances de la nation. Omar Gueye en a profité pour sensibiliser les populations sur le port de gilets de sauvetage. Claire Diop. Le ministre Omar Gueye, accompagné d'une forte délégation au chevet des familles des victimes de Betinti, au lendemain du drame, le village insulaire pleure encore ses 21 morts. La République compatit à la douleur. Le message du président Macky Sall a été livré. Monsieur le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, compatit avec vous, partage avec vous cette douleur, cette peine, et prie avec vous pour que Subhanahu wa Ta'ala accueille ces disparus dans son paradis éternel. Le président Macky Sall nous a demandé de vous dire qu'il est à vos côtés, comme il l'a toujours été. Il est sensible à vos problèmes, à vos préoccupations d'insulaires. Un cri du cœur est aussi lancé par l'autorité. Les acteurs sont appelés à porter des gilets de sauvetage en mer. Avec le nouveau code en vigueur, cela est désormais une obligation car il y va de leur sécurité. Ces gilets, chaque année, nous commandons 20 000 gilets. Les services régionaux en disposent et le président nous a demandé de rendre accessibles ces gilets à 2 500 au lieu de 5 000 francs. Donc, il y a suffisamment de gilets. Il faut les porter. Le nouveau code de la pêche en fait une obligation
Donc, il faut que nous redoublions de vigilance. Les autorités administratives, les élus locaux, les chefs de village, les notabilités, pour qu'avant qu'une pirogue ne quitte Bettenty, on doit vérifier que chaque personne dispose de son gilet et l'a mis effectivement. Ce qui est valable pour Bettenty est valable partout où nous utilisons ces moyens de transport ou pour aller pêcher. La démarche de solidarité est saluée par les populations de Bettenty. L'occasion est saisie par ces dernières pour revenir sur quelques difficultés de la localité. Accès difficile, manque d'eau et de matériel. Et le ministre de rassurer que toutes les dispositions seront prises pour les soulager dans les meilleurs délais. Retour justement sur ce drame qui a donc coûté la vie à 21 femmes, ce qui repose la question du port de gilet de sauvetage. Notre reporter était sur place juste après le drame. Rappel des faits avec Claire Diop. Vraiment, c'est scandaleux aussi. L'émotion est à son comble ici à Bettenty au lendemain du drame qui a frappé le village insulaire situé dans la commune de Toubacouta. Durant ces dernières heures, le bilan s'est alourdi. De 18, le nombre de morts est passé à 21. Les victimes sont toutes des femmes. L'une d'elles était en état de grossesse. Toutes étaient parties chercher des fruits de mer, qui pour vendre en l'état, qui pour transformer. Sur le chemin du retour, le destin en a décidé autrement. Il y a 2 épouses de mes frères qui sont décédées dans l'accident. Vraiment, c'est très dur. Elles étaient parties chercher des fruits de mer pour vendre. Toutes les personnes décédées sont de ma famille. Tout le monde est parent ici à Bettenty. Aujourd'hui encore, la question de la sécurité en mer revient. Le port systématique du gilet n'est pas respecté par tous. Ça devait être une obligation pour tous. Quiconque va en mer doit porter un gilet. Ça doit être impératif. Imaginez, si elles avaient porté des gilets, il y aurait moins de victimes. Ce drame est une première ici à Bettenty. C'est très dur pour nous. 21 victimes, toutes des femmes. Il nous faut de l'assistance pour alléger le travail en mer et il faut tout le temps porter des gilets. Moi j'en ai, je gère un projet et il m'arrive même de prêter des gilets à d'autres. Autre question soulevée, la surcharge de ces pirogues couramment utilisées pour circuler entre les mangroves. Celle qui a chaviré avait une capacité de 30 places et pourtant à son bord au moment de l'accident 72 personnes, compte non tenu de la marchandise embarquée. On a sensibilisé les jeunes et les femmes de pêcher toutes les femmes qui entrent aux mains pour porter des gilets de sauvetage. Mais c'est dommage pour les Nyominka. Tu sais que toutes les insulaires, on a un problème de porter des gilets. Regarde-moi cet accident-là. Si on portait les gilets, tout le monde doit se sauver. Parce que la distance n'est pas loin de Bettenty. Mais heureusement, à bord, il y avait des pêcheurs qui pêchaient là-bas. Ils ont intervenu très tôt pour appeler le village. Ils viennent pour nous secourir. Mais une pirogue qui porte 72 personnes, ce qui n'est pas normal. Si on avait une poste de gendarmerie qui devait contrôler toutes les quais de poste de la commune, ça ne passait pas comme ça. Nous demandons l'État du Sénégal, plus particulièrement le président de la République, de nous doter une poste de gendarmerie à Bettenty. La pirogue a chaviré aux environs de 19 h. Les recherches n'ont pas été faciles. Les premiers secours ont été apportés par des pêcheurs de la localité en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le gouvernement du Sénégal a envoyé une délégation pour présenter les condoléances de la nation à toute la population de Bettenty. Ouverture ce matin de la 22e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. 23 pays y participent. L'objectif est d'échanger sur le nouveau plan stratégique de mise en œuvre des données numériques. Compte rendu Fatou Sakho.
Ce sont 23 pays du CEMAC et de la CEDEAO qui se sont donné rendez-vous à Dakar pour cette 22e conférence. Les directeurs généraux des douanes de la zone CFA et de la Mauritanie vont harmoniser leur politique des 4 prochaines années. Nous allons beaucoup parler de numérique, de la gestion des frontières, de l'échange de données, des modalités de l'intégration, en tout cas sur le plan informatique. Nous parlerons aussi du plan stratégique régional pendant cette période. Nous parlerons aussi des enjeux liés à tout ce qui est criminalité transnationale. Dans ce contexte où la criminalité et le terrorisme s'imposent au pays, les missions des douanes s'élargissent et doivent s'adapter à la modernité. Si par le passé, les douanes avaient été amenées à privilégier la mission fiscale en raison des impératifs de financement des vastes programmes de développement, il est évident aujourd'hui que le développement tant recherché ne peut être possible sans sécurité. Cette malheureuse réalité constitue un défi pour les administrations douanières qui se doivent de concilier désormais les impératifs de facilitation des échanges et de sécurité de la chaîne logistique. Aussi, le recours à des technologies de pointe impliquant des méthodes plus rapides et plus efficaces doit être une priorité pour nos administrations. Ainsi, l'analyse des données numériques pour une gestion efficace des frontières est une priorité pour la région. Mais avec la mondialisation, l'AOC arrimée à l'Organisation mondiale des douanes a aussi d'autres préoccupations. L'Organisation mondiale des douanes a l'obligation de prendre en charge nos préoccupations endogènes dans un contexte de menaces sécuritaires multiformes, de tous ordres, de mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale et d'entrée en vigueur de l'accord de facilitation des échanges. La douane, ça doit être un élément catalyseur et contributeur au développement durable. Pour en faire une réalité, les directeurs généraux vont se baser sur les travaux des experts pour définir la stratégie de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette conférence, qui s'est ouverte ce lundi, se poursuit jusqu'à vendredi. Une autre qui s'achève, la deuxième conférence sociale a pris fin hier. Après 2 jours de concertation, les partenaires sociaux ont tiré de fortes conclusions. Elles vont dans le sens de la revalorisation des conditions de vie des retraités au Sénégal. La synthèse avec Lamine Touré. C'est finalement un besoin de réforme des systèmes de retraite qui est ressorti de cette deuxième conférence sociale. Le diagnostic fait pendant les rencontres sectorielles a permis de dégager des pistes de solutions visant à améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Au regard de vos conclusions, les priorités suivantes se dégagent. Premièrement, la viabilité de nos régimes de retraite et l'amélioration des pensions servies à nos vaillants retraités. Deuxièmement, l'extension de la couverture retraite aux travailleurs du secteur informel, jusque-là exclus du système. Troisièmement, la mise en place de la pension minimale. Quatrièmement, la mise en place d'un système de retraite volontaire par capitalisation. Cinquièmement, la mise en place de fonds et de plans privés de pension. La conférence sociale est avant tout un cadre de dialogue entre les différents partenaires sociaux. L'État a donné un cachet particulier à cette deuxième rencontre tripartite. L'objectif pour le gouvernement est d'arriver à des réformes viables du monde des retraités. Cette ouverture d'esprit a permis de bâtir un réel consensus sur la problématique. Le projet de réforme que nous avions initié, que nous avions l'ambition donc de construire et partager à l'unanimité. Je dois dire que nous tirons nous tous dans la même direction. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons au niveau des organisations patronales du fait que le président ait personnellement tenu à présider cette conférence sociale. Parce que cela témoigne de l'estime, du respect et de la considération qu'il a pour les retraités extrêmement important. Les recommandations issues de cette conférence sont à appliquer. Le chef de l'État est dans de bonnes dispositions pour le faire d'ici fin 2018. Il s'agit essentiellement du relèvement de la pension minimale
à 35 000 francs CFA. Nous restons dans le cadre de cette conférence sociale qui restera sans doute un tournant important dans la prise en charge de la question des retraités au Sénégal. Les décisions prises ou annoncées par le chef de l'État sont un jalon essentiel vers la réalisation de l'objectif de réhabilitation des allocataires. Propos du président du conseil d'administration de l'IPRES, Mamadou Racinsi, était l'invité de l'émission Le Point. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le président Macky Sall a pris une décision d'abord historique l'année dernière avec effet au 1er janvier 2017 de défiscaliser l'IPRES dans toutes les activités liées à son fonctionnement. Est-ce que vous avez pu recouvrer cette somme? En fait, là, il faut clarifier, il ne s'agit pas de recouvrer une somme. Il s'agit en réalité de réduire donc, les charges de notre institution, notamment sur le plan fiscal, ce qui se traduira par un gain d'à peu près 8 milliards de francs CFA par an. Ceci dit, par l'effet mécanique de l'augmentation des pensions, chaque fois qu'on augmente des pensions, cette année on a augmenté de 10%, ça équivaut justement à également entre 7 et 8 milliards de francs CFA. Et il faut aussi dire que ces 4 dernières années, depuis donc 2012, l'IPRES a consenti chaque année une augmentation de 10%, ce qui fait au total 40% d'augmentation entre 2012 et 2016, ce qui est quand même non négligeable, c'est extrêmement important. Et il faut dire que de ce point de vue-là, il faut remercier donc, le chef de l'État, le président Macky Sall, pour avoir quand même impulsé, je veux dire, cette dynamique, mais aussi le conseil d'administration de l'IPRES, qui a toujours partagé cette vision, qui est de redistribuer les ressources de l'IPRES aux retraités, mais dans le respect des règles prudentielles de gestion. Parce qu'encore une fois, il faut pérenniser le système, ça, il ne faut pas perdre ça de vue. Comme on dit, quand on en fait trop, je veux dire, il arrive un moment où il ne faut quand même pas oublier ce qui était arrivé à l'IPRES dans les années 87 à 90, où l'IPRES était dans un état de cessation de paiement, où il a fallu, je veux dire, que véritablement qu'on prenne des mesures exactement pour aujourd'hui faire en sorte que l'IPRES aujourd'hui a un équilibre du point de vue de sa trésorerie, de manière générale fonctionne normalement, et ceci d'ailleurs c'est dû, comme je vous dis, au tripartisme. Et puis cette actualité du jour, les enseignants ont été appelés aux urnes ce matin pour élire leurs représentants syndicaux. 24 listes sont concernées. Le point sur le déroulement du scrutin dans quelques bureaux de vote avec Ibrahim Ndong. Un démarrage poussif. Il est 8 heures dans ce bureau de vote de Berthe Maubert. Sur place, tout un dispositif pour la bonne marche des élections sectorielles. Constat, l'affluence n'est pas encore au rendez-vous. Nous avons bel et bien démarré à 8 heures, comme convenu, et le vote se déroule normalement, sans incident. Les mandataires sont là, nous avons un nombre présentement de 6 mandataires environ. Donc les gens viennent voter, mais c'est à compte-gouttes. Ça va, d'après le tour qu'on a fait au niveau des bureaux de vote, le scrutin se passe bien. Effectivement, il n'y a pas encore d'incident et nous ne le souhaitons pas. Tout se passe bien présentement, donc on espère que ça continue et ça se poursuit ainsi jusqu'à la clôture du scrutin, Inch'Allah. Sur les listes, on note 24 syndicats. Un nombre important qui n'est pas sans conséquence dans l'école sénégalaise. L'organisation des élections sectorielles vient donc à son heure. C'est une très bonne initiative parce qu'il y a pléthore de syndicats et il faudra vraiment connaître quels sont les syndicats qui sont représentatifs pour quand même porter les doléances, les plateformes revendicatives des syndicats. C'est extrêmement important. D'autant plus que c'est dans le domaine, surtout dans le domaine de l'éducation. Et n'oubliez pas que l'éducation est un pilier de développement. Un pays ne peut pas se développer sans l'éducation. Donc le développement économique rime avec le développement de l'éducation. C'est très important. Il faut que les enseignants savent qu'aujourd'hui, c'est un jour que les enseignants doivent sortir pour voter, pour avoir au moins trois syndicats qui seront au devant de la scène aujourd'hui. Parce que les multitudes de syndicats, là, ça n'avance rien. Du côté des élèves, on salue une telle initiative. Selon eux, la rationalisation des syndicats est synonyme de pacification du milieu éducatif. C'est un grand soulagement parce qu'on a remarqué qu'ici, il y a beaucoup de grèves. Les professeurs, quand ils font leurs cours, les élèves ils viennent perturber tout ça.
En plus, les élèves de la terminale qui font le bac, ça leur permet de mieux se préparer à ce qui les attend. Parce que ce n'est pas une chose qui est facile pour eux. Le fait de limiter les syndicats au nombre de 3, ça aide beaucoup l'État et les professeurs. Parce que ça leur permet de bien s'entendre. Parce que quand il y en a beaucoup, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de cohésion. Malgré la tenue des élections, les cours continuent. Dans les classes, les enseignants sont bien présents. Les instructions que nous avons reçues de nos supérieurs hiérarchiques, on n'y peut absolument rien, on est obligé de l'appliquer. Ça va créer un problème. Quitter par exemple des kilomètres pour venir voter, laisser là-bas la classe, je ne crois pas que ça sera possible dans certaines zones. Mais bon, ici chez nous, nous avons eu la chance de voter dans notre école. Donc peut-être on peut gérer ça, mais dans d'autres localités, je ne crois pas que ça puisse être possible quand même. Non, il n'y a pas de problème. Les professeurs, ils viennent à 10h. Ceux qui ont cours, ils attendent de terminer. Parce que ici, par exemple, au lycée, de 12h à 13h, il n'y a pas de cours. Ils peuvent venir. Et l'après-midi aussi, ils peuvent venir à partir de 15h et faire leur voter. Et voilà. Donc c'est bien organisé, quoi. Bien organisé, il n'y a pas de problème. C'est bien organisé. Tout rentre dans l'ordre. Plus de 96 000 enseignants vont faire leur choix pour limiter les syndicats. Jusqu'à 11h, aucun incident n'a été noté dans les bureaux de vote visités. À présent, la lecture du communiqué du Conseil des ministres, c'est avec Oumar Diaw. Le président Macky Sall a réuni le Conseil des ministres mercredi 26 avril 2017 à 10h au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le chef de l'État présente les condoléances de la nation aux familles des vaillantes femmes qui ont péri dans le chavirement d'une pirogue à Bettenty, dans le département de Foundiougne, et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour apporter l'assistance psychosociale requise, ainsi que le soutien nécessaire aux blessés, aux familles éplorées et aux rescapés de ce tragique accident. Il informe le Conseil qui se rendra vendredi 28 avril à Bettenty pour exprimer sa compassion aux rescapés et familles des victimes. Évoquant le décès de feu Issa Samb, plus connu sous le surnom de Joe Wakam, le président de la République présente également à sa famille et à l'ensemble de la communauté artistique les condoléances attristées de la nation. Abordant la consolidation du dialogue social et la modernisation de la gestion des régimes de retraite, le président de la République félicite le gouvernement, le ministre du Travail et du Dialogue social, les travailleurs, les employeurs, les institutions de prévoyance sociale, les services de l'État, les experts nationaux et partenaires extérieurs qui ont permis le succès de la deuxième conférence sociale, événement majeur du calendrier républicain qu'il a initié en 2014, en vue de bâtir des consensus durables pour asseoir la croissance économique, un marché du travail dynamique ainsi que le progrès social équitable et durable. Dans la perspective de l'adaptation de notre système de retraite aux standards internationaux, le président de la République demande au gouvernement de veiller à l'équilibre financier à long terme des régimes de retraite, à assurer la viabilité et l'autonomisation institutionnelle du Fonds national de retraite FNR, ainsi que le relèvement continu et significatif du niveau des pensions, afin d'améliorer durablement la qualité de vie des retraités, en intégrant notamment, outre le système courant de répartition, le recours innovant et indispensable à la retraite complémentaire. Enfin, en cohérence avec sa vision d'une gouvernance articulée autour d'un dialogue social qualitatif entre État, syndicats et patronat, le président de la République invite chaque membre du gouvernement à recevoir les centrales syndicales de son secteur en perspective de la célébration de la Fête internationale du travail le 1er mai. Appréciant la mise en œuvre du programme de modernisation des villes du Sénégal, Promoville, qu'il a initié pour renforcer la solidarité entre l'État et les collectivités territoriales, dans l'optique d'améliorer durablement la qualité de vie des populations en milieu urbain, le chef de l'État invite le Premier ministre à intensifier le plan de mise en œuvre de ce programme innovant en accordant la priorité aux travaux prévus dans les zones périurbaines et les localités enclavées insuffisamment dotées en infrastructures et équipements primaires. À cet effet, il convient d'orienter les actions vers la construction de nouvelles routes urbaines et le renforcement de l'assainissement des communes et villes, et de hâter la réalisation de la boucle du Boudjé, la reconstruction des marchés syndicats de Pikine et Zingue de Kaolack, les travaux de construction des nouveaux lycées de Ngor et de Yoff, ainsi que le lancement des chantiers d'assainissement et d'aménagement de Yeumbeul Nord, de Malika et de Keur Massar, entre autres.
Le chef de l'État a clos sa communication sur son agenda diplomatique en revenant sur la visite d'amitié et de courtoisie qu'il a rendue mardi 25 avril à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, khalife général des Layènes, à l'occasion du 137e appel de Seydina Limamou Laye prévu les 27 et 28 avril 2017. Il demande au gouvernement de veiller scrupuleusement au bon déroulement de toutes les manifestations et rassemblements prévus au niveau des sites et lieux de célébration de ce grand événement religieux. Le Premier ministre a axé sa communication sur la gestion préventive des inondations et le suivi du programme décennal de lutte contre les inondations avant de rendre compte du suivi et de la coordination de l'activité gouvernementale. Le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur a fait le point sur la situation africaine et internationale. Le ministre du Travail, du Dialogue social, des organisations professionnelles et des relations avec les institutions a rendu compte des conclusions de la deuxième conférence sociale et des préparatifs de la fête du travail, en faisant le point de l'examen des cahiers des doléances et du plan d'action du pacte de stabilité sociale et de l'émergence économique. Au titre des textes législatifs et réglementaires, le Conseil a adopté le projet de loi modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal. Le projet de loi autorisant la cession définitive et à titre gratuit de terrains domaniaux à usage d'habitation et son décret d'application. Le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l'élection des députés. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement de la Maison de la Presse, MP. Le projet de décret portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du Grand Théâtre National. Et au titre des mesures individuelles, le président de la République a pris la décision suivante. Monsieur Jean-Claude Michel Mbaye, ingénieur électromécanicien et nommé inspecteur technique au ministère de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, poste vacant. C'est signé le ministre porte-parole du gouvernement. Voilà, merci Chavou Oumar Diaw. Le chantier du ministère de l'Enseignement supérieur, les députés membres de la commission Jeunesse et Sport les ont visités. Ils apprécient l'état d'avancement des travaux. C'est un reportage de Ouretiam. C'est au pas de charge que les députés membres de la commission éducation, jeunesse et sport ont visité les différents grands chantiers du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Des chantiers qui avancent à pas de géant avec une bonne implication des entreprises locales. Nous avons retenu deux choses essentielles. Vous savez, l'Assemblée nationale vote les crédits qui sont alloués au ministère. Mais nous pouvons assurer aujourd'hui, confirmer que ces crédits-là sont bien utilisés et bien gérés. Sinon, on ne serait pas aujourd'hui à ce niveau-là. La deuxième chose également, contrairement à beaucoup de Sénégalais, ce qu'ils pensent, c'est qu'effectivement, les entreprises sénégalaises sont bien sollicitées dans la mise en œuvre de ces projets-là. Les parlementaires ont tenu à faire le tour de tous les grands chantiers avec les équipes du ministère. Et de Dakar à Pékin, en passant par Guédiawaye et Diamniadio, les projets de construction ou de réhabilitation avancent de manière respectable avec des délais de livraison bien identifiés. C'est plusieurs livraisons, parce que nous avons visité depuis ce matin beaucoup de chantiers. Ce que je peux vous dire, c'est pour l'essentiel de ces chantiers, d'ici décembre 2017, ces chantiers seront livrés. Par contre, pour ce qui concerne l'université Amadou Mahtar Mbow, nous travaillons sur deux tranches. La première tranche sera livrée d'ici décembre 2017, ce qui permettra l'ouverture de cette université pour accueillir une cohorte de 6 000 étudiants. Au niveau de la Cité du Savoir, évidemment, le centre de mutualisation et de partage, la maison du savoir, la médiathèque seront livrés avant fin décembre 2017. Pour l'ISEP et pour l'Université virtuelle du Sénégal, son siège, il faut calculer décembre 2018. Pour ce qui est du siège de l'ANAC, évidemment, c'est moins d'un an, ce sera livré. Pour les laboratoires, c'est avant la fin de l'année 2017. Et pour les amphithéâtres, lorsque nous avons visité l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'entrepreneur nous a dit que pour l'auditorium, il le livrera dans 15 jours. Et pour ce qui concerne les deux amphis de la faculté de sciences juridiques et politiques, ils nous promettent cela dans un mois. Le secteur de l'enseignement supérieur est ainsi en train d'opérer sa profonde mutation avec un souffle nouveau sur le plan académique et social pour le bien des futurs bénéficiaires que sont les étudiants sénégalais.
Infrastructure toujours Promoville en marche à Tambacounda et à Ziguinchor. Plusieurs axes routiers seront réhabilités dans ces localités avec le concours de l'AGEROUTE. On fait le point avec Tierno Diallo. Entre 2015 et 2017, l'État du Sénégal, à travers l'AGEROUTE, a réalisé un important programme de routes revêtues et de pistes rurales dans les régions de Ziguinchor et de Tambacounda. Dans le cadre du programme d'entretien routier annuel PERA, la commune de Ziguinchor, devenue ville neuve, a bénéficié d'une voirie de 3,2 km pour un montant d'1,8 milliard. L'État du Sénégal accorde une importance capitale à la préservation du patrimoine routier. Aujourd'hui, toute personne qui se rend à Ziguinchor se rendra compte qu'il y a eu quand même des actions d'entretien périodique importantes qui ont été réalisées. Les travaux réalisés par l'AGEROUTE ont été confiés à l'entreprise Areski, un travail bien fait. Dans le cadre du programme 2016, nous avons réalisé l'entretien courant entre Ziguinchor et Cap Skirring, dont le pont de Niambalan, où nous avons tiré un tapis de 1 km. S'y ajoute le renforcement de certains axes routiers de la région de Ziguinchor. Tout a été repris en pavé et aussi on a refait les trottoirs et aussi repris quelques canalisations. Les travaux ne se limitent pas qu'à la commune de Ziguinchor, heureusement, parce que c'est un programme pluriannuel, comme je le disais tantôt, et d'un coût global d'un peu moins de 12 milliards de francs CFA. Actuellement, on a vu que les nouvelles routes sont faites, alors cela facilite le transport et le mouvement des populations. Dans le cadre du programme Promoville du plan Sénégal émergent, Tambacounda commune va bénéficier d'une nouvelle voirie. La ville de Tamba est concernée effectivement par le programme Promoville. Le programme est composé d'un certain nombre de volets, dont la voirie 6 km, l'assainissement, l'éclairage public et l'aménagement paysager dans la ville de Tamba. Grâce à ce programme, les villes de Ziguinchor et de Tambacounda vont prendre leur envol pour le bonheur des populations. Ces routes secondaires en meilleur état et plus larges vont permettre d'évacuer les produits maraîchers et agricoles vers les centres urbains de l'intérieur du pays. Agriculture, justement, une ferme d'une centaine d'hectares qui a nécessité un investissement de plus d'1 milliard de francs CFA. Et ce que vient de réaliser une société néerlandaise dans la commune de Noto-Diobass, région de Thiès. Le lancement officiel du projet s'est déroulé en présence du maire de la commune, par ailleurs ministre du Commerce, et de l'ambassadeur des Pays-Bas au Sénégal. Compte rendu Alassane Diédhiou. C'est un véritable poumon vert au milieu d'un paysage semi-désertique. Nous sommes dans la cuvette du Parmi qui fédère 6 villages dans le Diobass, commune de Noto, région de Thiès. Cette ferme agricole au nom évocateur de lion agricole s'étend sur une centaine d'hectares dont une vingtaine déjà mise en valeur. Elle est consacrée exclusivement à la culture d'oignons en période de contre-saison et à l'arachide en saison de pluie. Ce projet mis en œuvre par une société hollandaise, Bimstboer, du nom du promoteur, constitue une bouffée d'oxygène sur le plan économique et social pour les populations des localités riveraines et pour le grand bonheur des responsables des collectivités décentralisées. Je voudrais féliciter le groupe de la famille Bimstboer qui, d'exportateurs d'oignons depuis la Hollande vers le Sénégal, sont devenus des investisseurs directs ici dans le Diobass. Tout à l'heure, M. Yann me disait qu'ils ont investi plus d'1 million d'euros à ce jour, alors que le projet n'est pas encore complètement terminé. Nous les avons accordé 100 hectares, dans lesquels aujourd'hui nous avons 22 qui sont en production. Sur le plan économique, c'est une entreprise qui exportait de l'oignon vers le Sénégal. Aujourd'hui, elle produit au Sénégal. C'est une excellente nouvelle sur la balance commerciale. Aujourd'hui, ce qui n'était que champ aride est devenu un pôle de développement économique grâce à un partenariat fécond public-privé entre la Hollande et le Sénégal. Nous célébrons cet après-midi le lancement d'un projet qui symbolise parfaitement tout ce que le Pays-Bas souhaite faire au Sénégal et avec le Sénégal. L'investissement d'une entreprise néerlandaise au Sénégal qui sera bénéfique au Sénégal et particulièrement à la commune locale et qui est un exemple d'une coopération économique plus étroite. À propos de ce partenariat, d'autres éléments importants à prendre en compte, hormis l'important investissement de 700 millions de francs CFA. Dans le cadre de la RSE, la société a déjà réalisé une piste de production qui a permis de désenclaver les sites de production et les villages.
Elle a également réhabilité et équipé une case de santé, s'y ajoute un marché et un centre de formation agricole dont la première pierre a été posée sous la présidence de l'édile de la commune de Notto-Diobass, Alioune Sarr. Agriculture toujours, les producteurs de la zone nord sont capacités en agriculture irriguée. C'est une initiative du COSTEA appuyée par l'Agence française de développement et c'est la SAED qui a servi de cadre aux participants. Compte rendu à Dieyna Badia. Développer davantage l'agriculture irriguée au Sahel, c'est l'objectif du COSTEA. Un atelier de confrontation d'expériences et de partage d'expertise a réuni des acteurs de la sous-région, des bailleurs et des cadres de la SAED. Cette rencontre aujourd'hui nous permet effectivement de montrer à nos autres collègues des autres pays l'expérience de la SAED en matière de gestion de l'irrigation, de gestion du foncier, mais aussi en matière d'expérience de transfert de la responsabilité de l'exploitation des périmètres irrigués aux usagers. Le programme Irrigation Sahel dont on parlait ce matin est un programme très ambitieux. Il a été question au moment du lancement de 600 000 hectares additionnels qu'il fallait faire dans les 6 pays, ce qui voudrait dire en moyenne, en fonction des potentialités, une centaine de milliers d'hectares d'ici 2020. Ça veut dire qu'il faudrait que tous les ans, chacune des sociétés d'emménagement contribue à ces efforts nationaux qui sont de réhabiliter ou de créer des infrastructures d'irrigation. Ça veut dire beaucoup de financement, ça veut dire beaucoup de bonnes décisions aussi pour savoir pour qui on le fait, à qui ça va être affecté. L'agriculture a enregistré des progrès non négligeables. Des efforts restent tout de même à fournir dans certains domaines. Les pays de la sous-région sont confrontés à des problèmes qui sont assez universels. On a des problèmes sur la ressource en eau, on a des problèmes de partage de la ressource en terre, on a des problèmes de bonne gestion des infrastructures et des problèmes des progrès à faire dans le domaine de la performance agronomique. Les résultats qui vont sortir du séminaire accueillis par la SAED serviront de piste de solution pour améliorer la production agricole en quantité et en qualité. Suite de la visite de contact du chef d'état-major général des forces armées dans les zones militaires du Sénégal, la zone numéro 2 à l'honneur. Le SEMGA s'est réjoui du travail des troupes et encourage les efforts en cours dans l'exécution de leur mission. Philomène Constance Diagne nous en dit plus. Première étape de cette prise de contact dans le nord, Ourossogui. Ici, le SEMGA a été accueilli par la 2e compagnie de fusiliers voltigeurs. Un exposé a permis au général de s'imprégner de la vie de l'unité. Ensuite, cap sur Podor, où la première compagnie de cette unité militaire siège. Au niveau de Podor, au niveau de Ourossogui, au niveau de Bakel et au niveau de Kédougou, on a mis un accent particulier dans le domaine de la mobilité. Ensuite, c'est bien d'être mobile, mais également, c'est mieux d'être protégé individuellement. La protection individuelle passera du casque lourd, du gilet, jusqu'aux chaussures. Ça également, des efforts sont en train d'être faits et nous allons les poursuivre. Le SEMGA n'a pas manqué de rappeler des points essentiels à la bonne exécution de la mission de ses troupes. Les menaces asymétriques. Les menaces asymétriques, c'est quoi? Le terrorisme. Le terrorisme n'a pas de frontières, ne connaît pas de frontières. Ça va vite d'un pays à un autre, d'un village à un autre village. Par conséquent, ça demande de la vigilance. Des chantiers en cours ont été aussi visités sur Podor. Ils entrent dans le cadre de l'amélioration des conditions des militaires. Également, à côté, les bâtiments qui sont en train d'être faits, tout ça, c'est une prise en compte par le commandement de vos préoccupations dans le cadre des activités de travail, donc dans le cadre comment améliorer le cadre de travail, ensuite comment améliorer le cadre de vie de nos soldats. Ça, c'est une préoccupation majeure pour nous. Nous continuons ces efforts, en tout cas pour vous permettre d'avoir l'équipement nécessaire pour remplir d'une façon très efficace votre mission. Cette visite dans les zones frontalières a aussi été l'occasion de souligner quelques difficultés auxquelles les hommes de la zone militaire numéro 2 sont confrontés. Des solutions sont en vue afin de mieux faire face aux menaces sécuritaires.
Nous restons avec nos forces de l'ordre pour parler de cette opération de sécurisation. 52 charrettiers mobilisés pour non-respect du code de la route et autres délits. C'est le bilan de l'opération menée par la compagnie de gendarmerie de Dakar, Fantabachi. L'enceinte de la brigade de gendarmerie de la Foire transformée en un parking de charrettes. Ces véhicules hippomobiles sont en effet immobilisés ici pour diverses infractions commises sur la chaussée. Et quand on a fait le bilan des statistiques des accidents, on a constaté que sur 5 accidents, sur les 3 ne sont pas causés directement par des charretiers. Les 4 ou les 5 même, les charrettes sont à l'origine. Une formation à faire à ce niveau par rapport au code de la route, parce qu'un usager de la route qui ne maîtrise pas les principes du code de la route, c'est un danger pour les autres usagers. Donc à ce niveau, il y a un travail de sensibilisation à faire, un travail de formation à faire à l'endroit de ces cochers. La gendarmerie déterminée à combattre l'anarchie provoquée par ces charrettes. Des instructions fermes sont données aux éléments de la brigade pour sécuriser les axes routiers importants. On a organisé donc 2 opérations pour immobiliser les charrettes qui ne sont pas en rang. C'est ainsi que le samedi, donc une première opération avait été organisée donc avec la brigade de la Foire et ça a donné l'immobilisation de 25 charrettes. Et aujourd'hui également, avec une deuxième phase de l'opération, on a procédé à l'immobilisation pour un bilan total de 52 charrettes, dont 45 à la brigade de la Foire et 7 au niveau de Ngor. L'opération menée dans les secteurs de Ngor, Yoff et Almadi rentre dans le cadre de la sécurisation de la libre circulation des personnes et de leurs biens. Elle a aussi permis l'arrestation de charretiers qui s'adonnaient à l'extraction illicite de sable marin. À ces charretiers, il est aussi reproché de collecter des ordures de façon informelle et de créer des dépotoirs spontanés près des habitations. La gendarmerie invite d'ailleurs la population à dénoncer ce genre de pratique en composant son numéro vert 800 00 20 20. Place à la rubrique santé qui s'intéresse aujourd'hui au programme élargi de vaccination. L'État injecte chaque année près de 3 milliards pour la gratuité des vaccins des nouveau-nés. 12 maladies sont ciblées. On fait l'état des lieux du PEV dans le reportage de Fatima Tabanelba. Le respect de la chaîne du froid est un impératif pour la bonne conservation des vaccins. Du transport de l'antigène à son administration aux patients, toutes les conditions doivent être réunies. Et c'est la PNA qui apporte toute la logistique et son expertise. Les vaccins sont des substances biologiques sensibles qui perdent leur efficacité s'ils sont exposés à des températures incorrectes. Donc du coup, la gestion de la chaîne de froid est un élément essentiel pour le programme élargi de la vaccination. Une fois l'efficacité du vaccin perdue par exposition à la chaleur ou par congélation, toute la chaîne est rompue. On a les chambres froides avec des enregistreurs continus de température, avec une surveillance continue manuelle de la température. Il y a un agent qui est chargé de relever bi-quotidien des températures, ce qui nous permet d'intervenir en cas d'excursion de température. Maintenant, au niveau district, donc, nous disposons là-bas des réfrigérateurs avec gaines réfrigérantes qui nous permettent même rupture d'électricité, de conserver les vaccins pendant 48 heures, voire 72 heures à des températures correctes. Un dispositif très performant de surveillance de la température des différentes chambres froides du pays a été installé. Il s'agit du monitorage à distance. Nous l'avons installé actuellement dans nos chambres froides et dans les chambres froides des dépôts régionaux. Et l'importance de ce dispositif est que même si vous n'êtes pas connecté, s'il y a des excursions de température, c'est-à-dire si les températures sont inférieures à 2 degrés pendant plus d'1 heure ou supérieures à 8 degrés, vous recevez des alertes. Bras technique de la direction de la prévention, la PNA approvisionne toutes les régions médicales du pays. À Dakar, le dispatching se fait à plusieurs échelles. Donc après la livraison, les vaccins sont stockés au niveau des chambres froides. Et chaque jour, matin et soir, nous prenons la température. Également, au niveau de ces chambres froides, il y a des loctacs. Les districts viennent avec leurs glacières, avec des accumulateurs qui sont conditionnés. Toujours, c'est pour une bonne conservation donc, des vaccins. Les autorités sanitaires ont même installé des pastilles de contrôle de vaccins. Ces pastilles permettent de savoir si l'antigène est utilisable ou non avant administration.
Voilà pour la rubrique santé signée Fatimata Banelba. Elle revient à mercredi prochain. Santé toujours pour reparler de la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Cette année, c'est Kaolack qui a été à l'honneur. L'occasion a été saisie par les autorités pour faire la situation de la maladie au niveau national. Claire Diop. Cette édition 2017 de la Journée mondiale du paludisme est célébrée en grande pompe à Kaolack. Une mobilisation des populations locales qui traduit un engagement ferme comme pour exprimer une vision commune, en finir pour de bon avec le paludisme. Ici à Kaolack, la maladie sévit encore. Des stratégies sont entreprises pour l'éradiquer. Le conseil départemental de Kaolack, constatant toujours la persistance du paludisme dans le district sanitaire de Kaolack, notamment dans les zones des Parcelles Assainies, de Ngane, de Daridouane, pour ne citer que celle-ci, mesure la gravité et l'urgence d'agir pour accompagner les initiatives de prise en charge à domicile pédacom, mais surtout la pertinente initiative de prise en charge des darans dans la réponse globale pour éradiquer les postes de résistance. Dans la zone, des facteurs tels l'environnement et l'assainissement ont un impact important. Des efforts sont à faire à ce niveau, mais en attendant, les populations sont invitées à dormir sous moustiquaires imprégnés toutes les nuits, toute l'année pour se protéger. 14 milliards que le Sénégal a eu à mettre dans des moustiquaires imprégnés, 8 millions de moustiquaires. Mais également le dépistage, donc le test pour savoir si quelqu'un a le paludisme, mais également le traitement, notamment des formes simples. Ce sont des choses qui sont faites gratuitement et nous allons aller vers la gratuité des formes graves partout au niveau du Sénégal. Des efforts salués par l'Organisation mondiale de la santé qui, pour l'occasion, annonce l'avènement d'une nouvelle arme contre cette maladie mortelle. L'OMS a annoncé que tout le premier vaccin contre le paludisme sera introduit dans le cadre des projets pilotes exécutés en Afrique subsaharienne. Le vaccin appelé RTSS confère aux jeunes enfants une protection partielle contre le paludisme. Il est en cours d'évaluation et pourrait compléter l'ensemble des mesures de prévention, de diagnostic et de traitement du paludisme déjà recommandées par l'OMS. Le cadre a également servi pour renouveler des engagements en faveur de la prévention contre le paludisme qui, aujourd'hui encore, continue d'avoir un impact négatif sur le développement économique et social du pays. Septième réunion délocalisée de la 4e législature du Parlement de la CEDEAO. La rencontre s'est tenue au Cap-Vert avec un thème qui tourne autour de la migration. Envoyés spéciaux au Cap-Vert, Khalidou Bey et Seydina Alunfal. La délégation de parlementaires de la CEDEAO, à sa tête le président Moustapha Cissé Lo, a mis pied à terre au Cap-Vert. L'archipel abrite la réunion délocalisée de la commission mixte administration, finance, contrôle du budget, audit politique économique, secteur privé, NEPAD, travail, emploi, jeunesse, sport et culture. À leur arrivée, les parlementaires de la CEDEAO ont rencontré les membres de l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Dans l'après-midi, s'est tenue la cérémonie d'ouverture de la réunion avec pour thème les défis du sous-emploi des jeunes et de la migration clandestine en Afrique de l'Ouest. La politique de la CEDEAO en matière de migration, c'est-à-dire l'approche commune de la CEDEAO sur la migration, sera aussi examinée dans la perspective d'intégrer ces termes, le cas échéant, dans les futurs programmes et accords institutionnels. Le choix du Cap-Vert pour la tenue de cette commission mixte du Parlement de la CEDEAO n'est pas fortuit. Le pays compte plus de migrants que de résidents. Les travaux de la commission mixte qui vont se dérouler ici à Praia s'articuleront autour du thème « Les défis du sous-emploi des jeunes et de la migration clandestine en Afrique de l'Ouest ». La commission mixte examinera tous les aspects du thème en analysant les concepts terminologiques, les causes profondes et le rôle que le Parlement peut jouer en vue de soulager, de donner l'espoir et d'apporter la prospérité économique à nos leaders de demain. Les jeunes sont l'avenir de nos nations.
Il nous appartient de trouver les voies et moyens pour leur assurer des conditions optimales pour leur émancipation. L'immigration et l'emploi des jeunes, des problématiques qui seront analysées durant 5 jours à Praia, au Cap-Vert, par les parlementaires de la CEDEAO. L'actualité internationale en bref et en images nous conduit en Syrie et au Venezuela. Nous allons tout d'abord en France où l'ancien président Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron pour le second tour de la présidentielle prévu le 7 mai prochain. Le récit de Khadi Kamara. 26 morts, c'est le bilan des manifestations contre le président vénézuélien Nicolas Maduro. Une déclaration faite par les autorités locales. Le procureur a également fait savoir que les violences avaient fait 437 blessés. Les défilés des opposants tournent souvent à l'affrontement entre manifestants et forces de l'ordre. L'opposition libérale exige depuis le 1er avril le départ du président socialiste Nicolas Maduro. En France présidentielle 2017, Nicolas Sarkozy appelle à voter Emmanuel Macron. Pour l'ancien président français, c'est un choix de responsabilité qui ne vaut en aucun cas un soutien à son projet. Car pour l'ancien chef de l'État, il n'y a pas d'alternative. L'élection de Marine Le Pen entraînerait des conséquences très graves pour le pays et pour les Français. En Syrie, attaque chimique à Khan Sheikhoun, les services de renseignement français accusent le régime de Damas d'être responsable de l'attaque au gaz sarin. Une attaque qui avait fait 87 morts le 4 avril dernier. Le rapport a été présenté aujourd'hui par le ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault en Conseil de défense. D'après le texte, le procédé de fabrication de cette arme chimique est typique de la méthode de fabrication utilisée par le régime. Voilà, ainsi se referme cette édition, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur la RTS1. Qu'une pirogue ne quitte Bettenty, on doit vérifier que chaque personne dispose de son gilet et l'a mis effectivement. Ce qui est valable pour Bettenty est valable partout où nous utilisons ces moyens de transport ou pour aller pêcher. La démarche de solidarité est saluée par les populations de Bettenty. L'occasion est saisie par ces dernières pour revenir sur quelques difficultés de la localité. Accès difficile, manque d'eau et de matériel. Et le ministre de rassurer que toutes les dispositions seront prises pour les soulager dans les meilleurs délais. Retour justement sur ce drame qui a donc coûté la vie à 21 femmes, ce qui repose la question du port de gilet de sauvetage. Notre reporter était sur place juste après le drame. Rappel des faits avec Claire Diop. Vraiment, c'est scandaleux aussi. L'émotion est à son comble ici à Bettenty au lendemain du drame qui a frappé le village insulaire situé dans la commune de Toubacouta. Durant ces dernières heures, le bilan s'est alourdi. De 18, le nombre de morts est passé à 21. Les victimes sont toutes des femmes. L'une d'elles était en état de grossesse. Toutes étaient parties chercher des fruits de mer, qui pour vendre en l'état, qui pour transformer. Sur le chemin du retour, le destin en a décidé autrement. Il y a 2 épouses de mes frères qui sont décédées dans l'accident. Vraiment, c'est très dur. Elles étaient parties chercher des fruits de mer pour vendre. Toutes les personnes décédées sont de ma famille. Tout le monde est parent ici à Bettenty. Wow. Aujourd'hui encore, la question de la sécurité en mer revient. Le port systématique du gilet n'est pas respecté par tous. Ça devait être une obligation pour tous. Quiconque va en mer doit porter un gilet. Ça doit être impératif. Imaginez, si elles avaient porté des gilets, il y aurait moins de victimes. Ce drame est une première ici à Bettenty. C'est très dur pour nous. 21 victimes, toutes des femmes. Il nous faut de l'assistance pour alléger le travail en mer et il faut tout le temps porter des gilets. Moi j'en ai, je gère un projet et il m'arrive même de prêter des gilets à d'autres.
yor naa ay gilet damay abal nit ñi bu ñuy dem dama leen yeegul damay abal nit ñi sax ni koy yóbbu ci géej bi projet bi am na waaw. Autre question soulevée, la surcharge de ces pirogues couramment utilisées pour circuler entre les mangroves. Celle qui a chaviré avait une capacité de 30 places et pourtant à son bord au moment de l'accident 72 personnes compte non tenu de la marchandise embarquée. On a sensibilisé les jeunes et les femmes de pêcher toutes les femmes qui entrent aux mains pour porter des gilets de sauvetage. Mais c'est dommage pour les Nyominka. Tu sais que toutes les insulaires, on a un problème de porter des gilets. Regarde-moi cet accident-là. Si on portait les gilets, tout le monde doit sauver. Parce que la distance n'est pas loin de Betenti. Mais heureusement, à bord, il y avait des pêcheurs qui pêchaient là-bas. Ils ont intervenu très tôt pour appeler le village. Ils viennent pour nous secourir. Mais une pirogue qui porte 72 personnes, ce qui n'est pas normal. Si on avait une poste de gendarmerie qui devait contrôler toutes les quais de poste de la commune, ça ne passait pas comme ça. Nous demandons l'État du Sénégal, plus particulièrement le président de la République, de nous doter une poste de gendarmerie à Betenti. La pirogue a chaviré aux environs de 19h. Les recherches n'ont pas été faciles. Les premiers secours ont été apportés par des pêcheurs de la localité en attendant l'arrivée des sapeurs-pompiers. Le gouvernement du Sénégal a envoyé une délégation pour présenter les condoléances de la nation à toute la population de Betenti. Ouverture ce matin de la 22e conférence des directeurs généraux des douanes de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. 23 pays y participent. L'objectif est d'échanger sur le nouveau plan stratégique de mise en œuvre des données numériques. Compte rendu Fatou Saho. Ce sont 23 pays du CEMAC et de la CEDEAO qui se sont donné rendez-vous à Dakar pour cette 22e conférence. Les directeurs généraux des douanes de la zone CFA et de la Mauritanie vont harmoniser leur politique des 4 prochaines années. Nous allons beaucoup parler de numérique, de la gestion des frontières, de l'échange de données, des modalités de l'intégration, en tout cas sur le plan informatique. Nous parlerons aussi du plan stratégique régional pendant cette période. Nous parlerons aussi des enjeux liés à tout ce qui est criminalité transnationale. Dans ce contexte, tout la criminalité et le terrorisme s'imposent au pays. Les missions des douanes s'élargissent et doivent s'adapter à la modernité. Si par le passé, les douanes avaient été amenées à privilégier la mission fiscale en raison des impératifs de financement des vastes programmes de développement, il est évident aujourd'hui que le développement tant recherché ne peut être possible sans sécurité. Cette malheureuse réalité constitue un défi pour les administrations douanières qui se doivent de considérer désormais les impératifs de facilitation des échanges et de sécurité de la chaîne logistique. Aussi, le recours à des technologies de pointe impliquant des méthodes plus rapides et plus efficaces doit être une priorité pour nos administrations. Ainsi, l'analyse des données numériques pour une gestion efficace des frontières est une priorité pour la région. Mais avec la mondialisation, l'AOC arrimée à l'Organisation mondiale des douanes a aussi d'autres préoccupations. L'Organisation mondiale des douanes a l'obligation de prendre en charge nos préoccupations endogènes dans un contexte de menaces sécuritaires multiformes, de tous ordres, de mise en œuvre d'une zone de libre-échange continentale et d'entrée en vigueur de l'accord de facilitation des échanges. La douane, ça doit être un élément catalyseur et contributeur au développement durable. Pour en faire une réalité, les directeurs généraux vont se baser sur les travaux des experts pour définir la stratégie de la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette conférence, qui s'est ouverte ce lundi, se poursuit jusqu'à vendredi. Une autre qui s'achève, la 2e conférence sociale a pris fin hier. Après 2 jours de concertation, les partenaires sociaux ont tiré de fortes conclusions. Elles vont dans le sens de la revalorisation des conditions de vie des retraités au Sénégal. La synthèse avec Lamine Touré. C'est finalement un besoin de réforme des systèmes de retraite qui est ressorti de cette 2e conférence sociale. Le diagnostic fait pendant les rencontres sectorielles a permis de dégager des pistes de solutions visant à améliorer sensiblement leurs conditions de vie. Au regard de vos conclusions,
les priorités suivantes se dégagent. Premièrement, la viabilité de nos régimes de retraite et l'amélioration des pensions servies à nos vaillants retraités. Deuxièmement, l'extension de la couverture retraite aux travailleurs du secteur informel, jusque-là exclus du système. Troisièmement, la mise en place de la pension minimale. Quatrièmement, la mise en place d'un système de retraite volontaire par capitalisation. Cinquièmement, la mise en place de fonds et de plans privés de pension. La conférence sociale est avant tout un cadre de dialogue entre les différents partenaires sociaux. L'État a donné un cachet particulier à cette deuxième rencontre tripartite. L'objectif pour le gouvernement est d'arriver à des réformes viables du monde des retraités. Cette ouverture d'esprit a permis de bâtir un réel consensus sur la problématique. Le projet de réforme que nous avions initié, que nous avions l'ambition donc de construire et partager à l'unanimité. Je dois dire que nous tirons nous tous dans la même direction. Monsieur le ministre, nous nous réjouissons au niveau des organisations patronales du fait que le président ait personnellement tenu à présider cette conférence sociale. Parce que cela témoigne de l'estime, du respect et de la considération qu'il a pour les retraités extrêmement important. Les recommandations issues de cette conférence sont à appliquer. Le chef de l'État est dans de bonnes dispositions pour le faire d'ici fin 2018. Il s'agit essentiellement du relèvement de la pension minimale à 35 000 francs CFA. Nous restons dans le cadre de cette conférence sociale qui restera sans doute un tournant important dans la prise en charge de la question des retraités au Sénégal. Les décisions prises ou annoncées par le chef de l'État sont un jalon essentiel vers la réalisation de l'objectif de réhabilitation des allocataires. Propos du président du conseil d'administration de l'IPRES. Les condoléances de la nation. C'est la première fois depuis que je suis à la tête du pays que le conseil des ministres a été déplacé à son heure habituelle, le mercredi à 10h, pour me permettre de venir apporter cet hommage à ce digne fils du Sénégal qui vient de nous quitter. Issa Samb Dijo Wakam, couché là, devant nous, est une de ces figures dont la mort revêt une signification singulière. Il était un artiste de dimension nationale et internationale incontestable. Rarement on a côtoyé dans notre pays un homme qui aura organisé sa vie comme une œuvre d'art. Je veux dire une vie vouée entièrement à la création, défiant la mort et le désespoir. Les témoignages sont unanimes. Au-delà de sa dimension culturelle, c'était un homme bon, un homme généreux qui avait une attention particulière envers les plus démunis. Il me disait toujours, le vivant est celui-là qui aide l'autre à vivre, sinon on n'est pas vivant. Oui, l'homme que nous accompagnons ce matin vers son ultime demeure incarnait un humanisme total, si précieux pour notre époque tourmentée. Le président de la République a reçu les remerciements de la famille éplorée. Durant la maladie de l'artiste, le chef de l'État n'est pas resté sans réaction. Monsieur le Président, au nom de la famille de Issa Samb, au nom de Alsandir Samb, au nom de Mme Diogal, au nom de Mme Moutoufendoy, mon président, je vous remercie. Dans un élan unitaire, des prières ont été formulées pour qu'Allah accueille Issa Samb Jowakam au paradis. Amin, le chef de l'État a également présenté ses condoléances à Innocence Ntap Ndiaye qui a perdu sa sœur. Le président de la République a salué l'engagement de la présidente du Haut Conseil du dialogue social. Nous retrouvons Oumar Nying.
Avec ses proches, parents, amis et alliés, Innocence Ntap Ndiaye reçoit le président de la République. Le chef de l'État est accompagné du Premier ministre et d'autres autorités de la République. En présentant les condoléances de la nation à la présidente du Haut Conseil du dialogue social, le président Macky Sall a salué la sincérité de son engagement. Je sais que c'est une femme d'action, c'est une femme également de cœur, mais c'est une femme d'engagement surtout. Et je sais les efforts que vous déployez quotidiennement pour apporter votre appui à notre action en Casamance, à Ziguinchor en particulier, et partout ailleurs au Sénégal pour que notre cause puisse triompher. Pour cela et pour toute votre ambition dans le travail que nous faisons pour notre pays, je vous remercie devant votre époux, Mamadou Alioune Ndiaye, devant vos parents et leur dire effectivement la haute appréciation que j'ai de votre action à mes côtés. Madame Innocence Ntap Ndiaye a remercié le président Macky Sall pour son déplacement, lequel traduit une considération réelle à son endroit. Monsieur le Président de la République, je voudrais tout d'abord, en prenant la parole, vous exprimer toute ma gratitude pour ce geste, venir soulager, essuyer les larmes d'une famille dans la souffrance. Il n'est pas donné à tout le monde de recevoir le chef de l'État. Mais nous avons noté les actions que vous menez au niveau des populations. Comme l'a dit M. Khadim, le Sénégal, c'est ça, rien que ça. On peut ne rien donner à quelqu'un, mais l'amitié, lui tendre la main lorsque la personne en a besoin, je pense qu'il n'y a pas un geste plus noble et plus grand que cela. La cérémonie a été marquée par la présence de l'imam et du prêtre de Sacré-Cœur. Une nouvelle Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. 137e appel de Seydina Limamou Laye, le chef de l'État réaffirme son soutien et sa considération à la communauté laïenne. Il a effectué une visite de courtoisie à Yoff. À la veille de cet événement religieux, la rédaction revient sur le sens de l'appel du mardi. Retour sur le drame de Bettenty dans la région de Fatick. Le chavirement d'une pirogue a fait 21 morts, essentiellement des femmes. Le ministre de la Pêche a présenté les condoléances de la nation aux familles des victimes. Les enseignants étaient aux urnes ce matin pour élire leurs représentants syndicaux. 24 listes sont concernées. Le but est de rationaliser le nombre de syndicats dans l'enseignement. On fait le point sur le déroulement du vote dans cette édition. Hier, nous vous parlions des mythes qui entourent le nouveau-né. Ce soir, zoom sur le programme élargi de vaccination. 12 maladies sont ciblées. L'État y injecte 3 milliards chaque année. On fait l'état des lieux du PEV dans la rubrique santé. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition. Vous aurez le communiqué du Conseil des ministres au cours de ce journal. Mais avant, parlons de cette visite courtoisie du chef de l'État au Khalif des Layènes. C'est à quelques heures du début de l'appel de Seydina Limamou Laye. Le président Macky Sall a réaffirmé son soutien et sa considération à la communauté laïenne. Aboubakri Kane, compte rendu. À seulement quelques jours du 137e appel de Seydina Limamou Laye, le président de la République est venu à Yoff manifester à la communauté laïenne toute sa considération. À son arrivée, il a été accueilli dans la pure tradition laïenne avec des chants à la gloire du sceau des prophètes. S'en est suivi ensuite un entretien avec le calife général Serigne Abdoulaye Thiaw Laye. Une visite de courtoisie, occasion pour le chef de l'État de lui réaffirmer sympathie, soutien moral et disponibilité à aider à la réussite de l'événement. Place ensuite à la cérémonie de réception
avec toutes les composantes de la famille layène. Seydina Issa Laye de souhaiter la bienvenue à leur hôte du jour. Le fils aîné du calife, par ailleurs coordonnateur général de l'appel, a surtout salué la courtoisie, la modestie et la simplicité du président Macky Sall. Seydina Issa Laye de se féliciter aussi de la pertinence du programme spécial des sites religieux, surtout l'équilibre qui l'accompagne, prenant en compte toutes les confessions. Le président Macky Sall a quant à lui rappelé ses bons rapports avec la communauté. Il est revenu sur le congrès d'investiture de son parti qui s'était tenu à Djamalaï avec la bénédiction du calife. Au-delà du palais résidentiel de Cambérène et des infrastructures routières, notamment la VDN, le gouvernement reste disposé à poursuivre l'œuvre de modernisation de la cité religieuse. L'autre satisfaction de la communauté a été réaffirmée par le porte-parole de la famille. Mohamedou Lamine Laye est revenu sur l'appel du président Macky Sall aux religieux. Il s'agit d'une meilleure sensibilisation pour faire face au radicalisme violent. Regrettant les actes terroristes qui n'obéissent à aucune recommandation islamique, Mamadou Lamine Laye s'est engagé à jouer pleinement sa partition dans ce combat. Il a surtout manifesté, pour s'en réjouir, le soutien constant du chef de l'État à l'égard de la communauté laïenne. Le porte-parole de la famille a engagé le président de la République et son gouvernement à poursuivre l'œuvre de construction et de modernisation du pays. Une démarche que vont accompagner leurs prières en tout temps et en tout lieu pour d'autres défis relatifs à la paix et au développement. Et puis le chef de l'État s'est déplacé ce matin à la morgue de l'hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps de Joe Wakam, Issa Samb de son vrai nom. En présentant les condoléances de la nation, le président Macky Sall a rendu hommage à un monument de l'art et de la culture, Oumar Nying. En venant s'incliner devant la mémoire de Joe Wakam, le président de la République rend hommage à un monument de l'art et de la culture. Devant une assistance composée de personnalités de la République, de parents et proches, d'hommes d'art et de culture, le chef de l'État présente la démonstration que le dialogue islamo-chrétien est une réalité dans notre pays. C'est une chance rare au moment où les gens s'entretuent ailleurs à cause des différents religieux. Ensemble, les religieux ont prié pour le repos de l'âme d'Anne-Marie Ntap. Ils ont également formulé des vœux de réussite à l'endroit du président Macky Sall. Nous reparlons de la 137e édition de l'appel de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. L'événement sera marqué par plusieurs activités religieuses chez les Layènes. Que commémore-t-il? Quelles sont les recommandations de Seydina Limamou Laye? Le sens de l'appel du Mahdi avec François Seck. Djamalaï, un lieu important pour les Layènes. C'est autour de cette place sainte que Seydina Limamou Laye appelait les hommes et les djinns à adorer Dieu dans la droiture religieuse. Seydina Limamou Laye Al-Mahdi naquit en 1843 à Yoff. C'est à la mort de sa mère en 1883 qu'il commence sa prédication. Il avait 40 ans. C'est dans ce lieu qu'il a dédié une bonne partie de sa vie à l'exaltation divine. Le mausolée où il repose sert de repère. L'édifice trône majestueusement à quelques encablures de la mer, cette mer qui continue de respecter les limites que le saint homme lui avait intimé de ne pas franchir. Selon les Layènes, l'histoire de Seydina Limamou Laye rappelle à bien des égards celle de Seydina Rasouloulaye. Il serait l'incarnation de Seydil Awalin Walakhdil. D'ailleurs, Seydina Limamou Laye n'a laissé aucune photo à la postérité. Les fidèles se contentent aujourd'hui de l'image de Issa Rouhoulaye, son fils aîné, qui lui succéda en 1909. Les fidèles laïens ont vu passer le témoin à Mam Mandjon, puis Baye Seydi Thiaw, ensuite Mamran, et aujourd'hui Baye Ablaye veille sur l'héritage de Seydina Limamou Laye Al-Mahdi. Dans ses enseignements, Seydina Limamou Laye montre la voie à suivre, prône le retour à Dieu, réforme les pratiques et recommande de vivre l'unicité de Dieu. En plus des enseignements du Mahdi, un autre héritage est symbolisé par les deux turbans noirs et blancs
qui rappelle la dimension religieuse de l'homme saint. Autre symbole, un puits, son eau douce et agréable fait le bonheur des pèlerins. Elle fait penser aux Zamzam de la Mecque. Plus d'un siècle après, l'appel de Seydina Limamou Laye continue de mobiliser des milliers de fidèles, tous de blanc vécu. Ils entonnent en chœur la prophétie de Baye Laye relative à l'unicité de Dieu, La ilaha illallah salmoudjé, avec une chorégraphie propre et unique au Layène. Je rappelle que les activités de cet appel démarrent donc ce jeudi. Je le disais en titre, après le chavirement d'une pirogue qui a occasionné 21 morts à Betinti dans la région de Fatick, le ministre de la Pêche s'est rendu sur place pour présenter les condoléances de la nation. Omar Gueye en a profité pour sensibiliser les populations sur le port de gilets de sauvetage. Claire Diop. Le ministre Omar Gueye, accompagné d'une forte délégation au chevet des familles des victimes de Betinti, au lendemain du drame, le village insulaire pleure encore ses 21 morts. La République compatit à la douleur. Le message du président Macky Sall a été livré. Monsieur le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, compatit avec vous, partage avec vous cette douleur, cette peine, et prie avec vous pour que Subhanahu wa Ta'ala accueille ces disparus dans son paradis éternel. Le président Macky Sall nous a demandé de vous dire qu'il est à vos côtés, comme il l'a toujours été. Il est sensible à vos problèmes, à vos préoccupations d'insulaires. Un cri du cœur est aussi lancé par l'autorité. Les acteurs sont appelés à porter des gilets de sauvetage en mer. Avec le nouveau code en vigueur, cela est désormais une obligation car il y va de leur sécurité. Ces gilets, chaque année, nous commandons 20 000 gilets. Les services régionaux en disposent et le président nous a demandé de rendre accessibles ces gilets à 2500 au lieu de 5000 francs. Donc, il y a suffisamment de gilets. Il faut les porter. Le nouveau code de la pêche en fait une obligation. Donc, il faut que nous redoublions de vigilance. Les autorités administratives, les élus locaux, les chefs de village, les notabilités, pour qu'avant